Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de vraiment voir la vie politique qui s'est passée entre les années des mi-1400 jusqu'au début 1600 lors de la Renaissance. Et nous avons évalué les pays les plus importants à l'époque. Donc, nous avons regardé à l'Espagne, ensuite la France, l'Angleterre, l'Italie et le Saint-Empire romain. Ça va être un peu différent du style qu'on fait. D'habitude, c'est très séquentiel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque pays individuellement et on va ajouter un peu, on va faire des liens un peu entre chaque situation. D'abord, regardons à l'Espagne. Donc, l'Espagne, ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'au début, le sud était majoritairement contrôlé par des musulmans avec l'Empire ottoman. Okay? Donc, ils étaient un peu en guerre. Il y avait une minorité juive qui va être parsemée partout en Espagne. En 1469, afin de mettre fin à cette guerre avec les musulmans, le mariage de Ferdinand et Isabelle a finalement remporté, a eu la conquête de Grenade, qui était la fin de la population musulmane en Espagne. Avec cette victoire-là, ils n'ont non seulement débarrassé des musulmans, mais ils ont aussi donné un ultimatum aux Juifs que soit A, tu pars, ou B, tu convertis. Donc, on va voir qu'en Espagne, ils vont avoir des Juifs qui ont demeuré, qui ont converti. Le seul problème avec ça, c'est que ce n'est pas nécessairement des Juifs qui croient en eux-mêmes en tant que catholiques, c'est qu'ils sont catholiques simplement pour ne pas avoir à partir. D'autres choses qui sont importantes, c'est d'abord, il va y avoir deux grands événements historiques. Premièrement, nous allons voir le voyage de Christophe Colomb. Ça, vous pouvez regarder à la leçon des grands explorateurs pour en découvrir davantage sur Christophe Colomb. Mais la deuxième chose, c'est Charles Quint. Bon, j'ai remarqué qu'il me manque un S là. Charles Quint, qui était le roi de l'Espagne, ce qui est important avec lui, c'est qu'il va s'unir à le Haut Saint-Empire romain par l'entremise des Habsbourg. Okay? Donc, lui, les Habsbourg, qui est une grosse famille puissante dans le Saint-Empire romain, il va choisir de s'allier à eux autres. Et vous allez voir, lorsqu'on va regarder l'Allemagne, qu'il va devenir l'empereur du Saint-Empire. Okay? Donc, il va avoir beaucoup de pouvoir. Et suite à ceci, grâce à Charles Quint, il va devenir une superpuissance de l'Europe, malgré le fait que c'est un pays qui n'a pas nécessairement une bonne économie, qui va compétitionner avec la France. Et parlant de compétitionner avec la France, les deux pays vont être souvent en guerre, souvent dans d'autres territoires. Donc, pas nécessairement chez eux, mais à cause des temps voisins, ça pourrait porter malchance, mais en général, Charles a toujours été en guerre. Et on l'appelait Charles I en Espagne, donc il était en guerre avec les Turcs, avec les protestants agités, la résistance de la France. Donc il va être constamment frustré jusqu'à ce qu'en 1559, la paix de Cateau-Cambise va être signée. Et ça va être déclaré que l'Espagne va avoir l'avantage de la guerre. Donc ça, si vous allez voir dans deux instants, c'est en raison de la mort d'Henri II en France. Donc suite à ceci, Charles il va donner l'Espagne à son fils Philippe II on va rediscuter dans deux instants. Pendant ce temps-là aussi, lorsque vous savez que les Pays-Bas faisaient également partie du Saint-Empire romain, on a fait une alliance, une union entre les Pays-Bas et l'Espagne. Donc les Pays-Bas faisaient essentiellement partie de l'Espagne. Et c'était pas une bonne idée pour la raison qu'ils avaient deux différentes cultures. Il était difficile pour l'Espagne ou pour les Pays-Bas de voir vraiment l'utilité d'être alliés à l'Espagne, quand que l'Espagne, il y a un pays en entier entre les deux. Okay? Ils sont pas liés, ils sont pas collés, donc c'est difficile pour eux de vraiment voir le lien, différentes cultures, différentes langues, etc. Donc, en 1648, les Pays-Bas vont être abandonnés. En 1559, okay, donc on retourne avec la France, on vit une situation terrible. Ce qui est terrible avec la situation, c'est qu'on était premièrement constamment en guerre avec l'Espagne, mais notre roi Henri II a reçu une flèche dans l'œil et il est malheureusement mort. C'était un accident. Apparemment, c'était un accident en tout cas. Donc, c'est ses fils qui vont entrer au pouvoir, donc Charles IX et Henri III, Charles IX en premier, et ils vont vraiment se faire gérer par leur mère qui est Catherine de Medici. J'avais encadré en salle de classe Medici parce que c'est un nom qui devrait être très familier, la famille Medici qui avait beaucoup de pouvoir à Florence. Pendant le temps que ces gens-là vont régner, donc pendant le règne de Charles IX, Henri III et sa mère, Catherine de Medici, qui était vraiment au pouvoir, il va y avoir 40 ans de guerre de religion entre les protestants et les catholiques. Les protestants qui étaient calvinistes en France, on les appelle les Huguenots. Okay? Les Huguenots vont être en guerre avec les catholiques constamment. Le massacre de Saint-Barthélemy que j'ai noté ici, c'est qu'il y avait eu genre une petite rencontre auquel on avait rassemblé plusieurs protestants et pendant la soirée, on les a complètement massacrés toute la gang. Donc on peut voir un peu que
C'était vraiment des incompétents qui régnaient en France lors du règne de Henri III, Charles IX et Catherine de Médicis. Ce qui va arriver en 1589, pour le bien de la France, c'est qu'Henri III va être assassiné. Suite à ceci, son cousin et son rival Henri IV va être, va être déclaré roi. Et lui, de son côté, qui était un protestant en cachette, là, il va accorder des privilèges aux calvinistes ou aux huguenots, si vous voulez. Donc, il va leur accorder des privilèges politiques, il va déclarer égalité, privilège de célébrer, etc. Et pendant son règne d'Henri IV, Samuel de Champlain va quand même fonder le Québec. Donc, il va quand même avoir des événements assez importants sous son règne qu'on va voir aux deuxième unité avec l'absolutisme. Mais le problème, c'est qu'en 1610, il se fait assassiner aussi. Louis XIII entre, mais Louis XIII est beaucoup trop jeune. Donc, pendant que Louis XIII vieillit, il va confier le royaume au cardinal de Richelieu, qui va, vous allez voir, c'est vraiment pas un bon gars. Lui va s'attaquer un peu à plein de cultures, autrichien, espagnol, italien et l'Allemagne. Du côté de l'Angleterre, contrairement aux autres pays, okay, donc retournons au début, la réforme qui a eu lieu dans les pays, c'est les peuples qui ont initié la réforme. Contrairement à l'Angleterre, qui est une île à part, ils n'ont pas nécessairement connu une réforme chez le peuple, c'est plutôt le roi lui-même, Henri VIII, qui a imposé au peuple une réforme. Donc, lui, étant voulant, pardon, au début étant catholique, voulait divorcer sa femme Catherine d'Aragon pour marier Anne Boleyn, qui était sa deuxième femme de 6 femmes qu'il va éventuellement avoir. Le problème, c'est que le pape a dit non, absolument pas, je ne pardonne pas ou je ne vous permets pas de vous divorcer. Donc lui, complètement enragé, il va chercher une religion qui lui permettra de divorcer et d'avoir une autre femme. Voilà le protestantisme. Donc lui, il rompt tout lien avec l'Église catholique. Il va créer l'Église d'Angleterre, aussi connue comme les Anglicains. Dans son règne en tant que roi, Henri VIII va même traduire la Bible en anglais, okay? Ce qui est un no-no-no selon la contre-réforme catholique, qu'on ramène la traduction latine, mais lui, de son côté, Henri VIII traduit la Bible en anglais pour démontrer au peuple qu'ils sont capables de lire. À sa mort, son fils Édouard VI va prendre les règnes. Édouard est aussi un protestant, mais à sa mort, Marie, sa demi-sœur, va monter sur le trône. Marie, qui est est extrêmement catholique. Elle va épouser le futur roi de l'Espagne et en étant catholique, elle n'aime vraiment pas les protestants. Donc, elle va tuer des protestants, elle va brûler des protestants. Donc, Marie est vraiment pas une personne que tu veux fourrer le chien avec, si vous permettez l'expression. Mais, toutefois, elle avait une maladie. Elle va, elle aussi, mourir. Sa demi-sœur Élisabeth I va entrer au pouvoir. Élisabeth I, elle va être menacée incroyablement par le peuple et par d'autres cultures. Donc, premièrement, parce qu'elle est la fille de Anne de Boleyn. Okay? Donc, elle est la fille d'un divorce, ce qui est vraiment vu comme un péché chez les catholiques. Deuxièmement, elle est protestante. Troisièmement, elle refuse de se marier. C'est pour ça qu'on va l'appeler la Reine Vierge. Elle va refuser carrément de se marier. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu des aimants pendant son séjour en tant que reine, mais elle va carrément refuser de se marier. Et même pendant ce temps, il y avait un complot qui se passait avec Marie d'Écosse, qui était la prochaine en ligne si la reine Élisabeth était à mourir. Et elle a su qu'il y avait un complot qui se passait pour amener la... Donc, elle a, de son côté, été tuée, Marie d'Écosse. Fait que, ouais. Tout un beau party d'anglais. Bon, de son côté, elle va réunir l'Église de l'Angleterre. Fait qu'elle va ramener l'Église que son père avait apportée, que Marie avait ramené le catholicisme, et elle va soutenir la révolte des Pays-Bas face à l'Espagne. Okay, donc, elle va soutenir en termes d'armée, en termes de financement. Elle va aider les Pays-Bas à se séparer de l'Espagne. De ce côté-là, Philippe II va être absolument enragé. Il va rassembler un groupe pour envahir l'Angleterre. Et l'Angleterre va défaire l'armada espagnole en 1558. Donc, lorsque Philippe II va vraiment vouloir conquérir, il va rassembler toute l'armada espagnole. En 1618, l'Allemagne va s'engager à la guerre de 30 ans. J'ai aussi mis qu'à force d'avoir les victoires dans la Bohème avec les catholiques, ça va attirer des nations étrangères, dont la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne. Lorsque la guerre va finalement prendre sa fin avec la signature du traité de Westphalie, voici ce qui est arrivé à la fin de la guerre des 30 ans. L'Espagne va être épuisée complètement. Donc Philippe II a vraiment botché, là. Il a vraiment échappé le ballon.
Ça va établir l'indépendance des Pays-Bas, mais pas de la Belgique. La Belgique va être encore les Pays-Bas espagnols. Ça va établir l'indépendance des princes allemands. Donc, les princes allemands vont avoir une certaine indépendance pour, évidemment, tel prince, telle religion. Ça va renforcer la France et la Suède. Et le renforcement de la France, vous allez voir avec Louis XIII comment ça va jouer un énorme jeu. Ça va étendre le pouvoir des Habsbourg en Autriche, puis ça va détruire la majeure partie de l'Allemagne. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmondo.